Eh bien, merci beaucoup, Bernard, merci Violaine, pour cette nourriture que vous nous avez donnée. Voilà, si des gens parmi nous, ont envie de parler, de dire quelque chose, poser une question, compléter, voilà, peut-être viens au micro, on va venir au micro, c'est plus simple parce que on n'a pas un fil très très long. Bonjour Monsieur Friot, merci beaucoup pour cette présentation. Je connaissais déjà un peu vos travaux, je vous ai vu, je vous ai écouté. Il y a toujours, moi, un angle mort, si je puis dire, qui me pose question sur la question écologique, puisque la socialisation totale de la valeur ajoutée qui serait redistribuée équitablement implique tout de même de maintenir un haut niveau de productivité. Pour ce faire, or, on est quand même dans un contexte où on réfléchit à de la décroissance, où en fait ce que vous proposez n'est faisable qu'actuellement avec les fortes richesses qu'on produit. Donc je me demande comment ce que vous proposez peut se combiner avec une société qui répond aux défis écologiques. Excellente question et merci de la poser parce que ça me permet d'introduire une distinction fondamentale entre richesse et valeur. Le PIB, le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées. Quand je parle de 1500 milliards de revenus disponibles, nous sommes dans l'ordre de la valeur. La richesse, c'est le nombre de kilos de patates, de kilomètres de voyageurs transportés par la SNCF, de logiciels créés au cours de l'année. Ça, c'est la richesse. La question écologique, c'est comment produire moins de richesses. Car effectivement, les richesses que nous produisons sont excédentaires. Nous produisons, par exemple, 30% de plus que ce qu'il faut pour manger. Le tiers de la production, pas qu'en France, à l'échelle mondiale, nous produisons de quoi nourrir 12 milliards d'habitants. Alors que sur les 8 milliards que nous sommes, il y en a un qui ne mange pas à sa faim. En France, donc, nous jetons chaque année le tiers de la production. Et cela, c'est une nécessité pour la grande distribution, qui doit avoir des étals tout le temps pleins, etc. Donc les déchets font partie du calcul initial. C'est pas du tout une conséquence malheureuse. Ça fait partie de l'objectif. D'ailleurs, par parenthèse, l'aide alimentaire, de ce point de vue-là, est pas bénie pour la grande distribution. Parce que la gestion des excédents, c'est extrêmement coûteux. Or, qui gère les excédents? C'est les associations. Et en plus, puisque la grande distribution leur fait une charité, il y a une exonération fiscale pour la grande distribution. L'aide alimentaire est actuellement un vecteur nécessaire à l'agrobusiness. C'est pour ça qu'il faut combattre l'aide alimentaire comme des chiens. Et donc, et c'est pour cela qu'il faut, attention, combattre l'aide alimentaire, c'est pas du tout mettre en cause tous les bénévoles de l'aide alimentaire, ça n'est pas non plus laisser crever de faim ceux que l'aide alimentaire aide, bien sûr. C'est sortir de ce système absurde. Pas absurde, de ce système capitaliste. Si nous voulons faire une sécurité sociale de l'alimentation, évidemment que nous ne conventionnerons que ceux qui font des pommes, pas ceux qui font de la pomme industrielle sur laquelle il y a 60 jets de ceci et de cela par lesquels on empoisonne les produits, les sols, les paysans, enfin tout le monde. Une pomme produite selon des critères biologiques a la même valeur nutritive que 32 pommes industrielles. Nous allons donc produire non pas 32 pommes industrielles, mais une. Nous aurons un impact sur la nature très inférieur. Alors même que nous produirons plus de valeur, nous produirons moins de richesse, mais plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'à l'origine de la valeur,
c'est le travail. Or, les 62 pommes industrielles, elles sont faites par du travail mort, comme dit Marx, par de la machine, par de l'engrais, par du pesticide. Vous avez actuellement moins de 500 000 exploitants agricoles en France. Le capitalisme, il élimine le travail vivant pour le remplacer par du travail mort, avec des effets écologiques désastreux. Au cœur du désastre écologique, c'est le remplacement du travail vivant par le travail mort. Si nous voulons faire une pomme correcte, il faudra plus de travail vivant que pour faire 62 pommes industrielles. Nous allons donc augmenter la valeur en réduisant la richesse. Et nous aurons de quoi payer les 2500 € en moyenne en ayant réduit notre impact sur la nature. J'aimerais que les décroissants comprennent la distinction entre richesse et valeur et arrêtent avec un mot d'ordre qui est faux: le travail est source de prédation sur la nature. Mais non! Mais bien sûr que non! C'est en augmentant le travail vivant que nous allons réduire l'impact sur la nature. Merci d'avoir posé votre question. Bonjour. Je félicite Bernard d'avoir si bien parlé et ma camarade Violaine du syndicat auquel j'appartiens. Juste une remarque. La transition entre le salaire que tu proposes à vie et le fait que nous sommes quand même toujours dans une société capitaliste avec un mode de production capitaliste. Moi, c'est cette contradiction-là qu'il faudrait voir comment on peut résoudre, parce que l'idée que tu proposes, que vous êtes beaucoup en tout cas, il y a une communauté de pensée qui fait que propose cette idée-là, de ce salaire à vie, et en même temps, comment le faire vivre à l'intérieur d'un mode de production qui, lui, nie ce salaire à vie. Et c'est cette contradiction-là qu'il faut voir. Comment on peut être d'accord sur l'idée, mais comment la mettons en œuvre, comment la mettons... Tu en as parlé aussi, hein, il faut qu'aussi les salariés se prennent en main dans leur propre destin de production. J'entends bien, mais comment on peut faire qu'une société qui est basée sur le capitalisme, basée sur toute l'idéologie libérale que l'on entend en permanence, et dont certains salariés, beaucoup de salariés malheureusement, sont encore persuadés, comment on peut faire en sorte que ton idée puisse avancer à l'intérieur d'un mode de production qui est celui qu'on vit en permanence. Et oui, en effet, tu parlais de la fonction publique. Je suis un fonctionnaire, bien sûr. L'avantage de nos statuts, c'est la portabilité de notre statut. C'est la portabilité, et c'est ça qu'il faut gagner auprès des salariés. C'est-à-dire que Violaine, qui est CDI, si elle devenait fonctionnaire, elle pourrait aller travailler ailleurs, dans une autre collectivité, dans un autre organisme public, mais en portant son salaire, en portant sa qualification. Et c'est ça qu'il faut gagner, c'est ça qu'il faut gagner sur l'ensemble de la population salariée de notre pays. Après, deuxièmement, je sais plus où j'en suis. J'étais délégué de classe, au fait. Hein. Je sais. Deuxièmement, le travail, c'est l'aliénation, on le sait. Hein, toute la théorie marxiste et marxienne là-dessus le développe bien. Mais c'est aussi la libération, le travail. Tu l'as dit, vive le travail. En effet, vive le travail. C'est aussi par le travail que les salariés, moi, ce que j'ai vu, c'est certains collègues qui, en effet, en sont restés 6 mois, 8 mois, désocialisés. C'est la socialisation, le travail aussi. C'est ça qui est important. C'est pas le travail en tant que tel, c'est la socialisation que permet le travail. Moi, tu es d'accord avec moi, je pense, Violaine, lorsque tu avais des musiciens qui nous disaient « on va pas réclamer, on est resté quand même 6 mois à la maison, et puis au bout du bout, on n'a rien fait, qu'est-ce qu'on a fait ?» Et j'ai ça, et j'ai d'autres exemples dans des collègues dont les écoles, par exemple, étaient fermées, parce qu'elles ont été fermées puisqu'il y avait moins d'élèves dans les écoles, avaient ce même sentiment d'être désocialisés
Et le travail, ça permet ça aussi. Bien sûr, il est aliénant, bien sûr, mais c'est comment on le conçoit qui est aliénant. C'est pas le travail en tant que tel. Oui, c'est pour ça que j'ai dit vive le travail communiste, hein, c'est-à-dire le travail dont les travailleurs sont souverains. Et dans les travailleurs, j'inclus les usagers, bien sûr, hein, et j'inclus la double part de nous-mêmes, hein, travailleurs citoyens. Comme travailleurs travaillant dans le nucléaire, on peut être pris dans l'hubris de la technologie nucléaire, dire, ben, enfin oui, et puis comme citoyen, se dire, ah la merde, des déchets dont on ne sait pas quoi foutre pendant 500 000 ans, etc. C'est-à-dire, on est pris dans cette contradiction et il faut l'assumer. Hein. Bien sûr, il faut des institutions qui nous permettent qui permettent aux citoyens d'arrêter le bras du travailleur. Parce que le bras du travailleur, il peut être pris dans une espèce d'hubris extrêmement dangereuse. Sur la possibilité de changer le travail dans le capitalisme. Pour des raisons familiales, je suis de temps en temps à Lyon. Vous savez que Lyon est construit entre Saône et Rhône, d'accord? Ça, c'est la partie bourgeoise. Et puis, entre Fourvière et Saône, c'est la partie aristocratique. Hein. C'est là qu'il y a la cathédrale, qu'il y a toutes les familles aristocratiques sont là aussi, etc. Bien. Et c'est une église entre Saône et Rhône, donc dans le lieu, je parle historiquement, aujourd'hui tout ça est dépassé, mais historiquement. C'est une église, j'ai remarqué ça en me baladant, c'est une église entre Saône et Rhône, donc dans le lieu où était installée la bourgeoisie, qui est l'église dite consulaire, c'est-à-dire c'est là qu'on élisait la municipalité. La municipalité qui a été le bras, les droits municipaux qui ont été le droit armé de la bourgeoisie face à l'aristocratie féodale. Et c'est une église. C'est-à-dire que c'est dans une église que la bourgeoisie a construit ses droits contre la cathédrale, contre le lieu de l'aristocratie. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer que ce soit en dehors de la religion catholique ou chrétienne, enfin protestante, que s'opèrent les choses. On est passé du féodalisme au capitalisme à l'intérieur du féodalisme. Et c'est pour ça que j'ai précisé dès le départ que l'enjeu n'est pas là. Il n'y a pas un préalable qui serait la prise du pouvoir d'État par une victoire aux élections présidentielles. Et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis ensuite, passage au socialisme. Et puis demain, pardon, ça c'est demain, et puis après-demain, le communisme. C'est-à-dire jamais. Nous sommes là dans la croyance religieuse au ciel. Si on pense que c'est demain que ça va changer, nous sommes comme ceux qui croient au ciel. Le futur a la même fonction que le ciel. Si le communisme n'est pas déjà là, il ne sera jamais. Et c'est un chrétien qui parle en plus. Hein. Je vous le signale au passage. Parce que j'en ai ras-le-bol quand on identifie le christianisme et la manif pour tous, d'accord? Il n'y a pas que des cons chez les chrétiens, figurez-vous. Et donc, et nous bénéficions d'une tradition millénaire dont beaucoup auraient intérêt à se cultiver. Parenthèse fermée. C'est évidemment dans le capitalisme que nous sommes en train de passer au communisme. C'est d'ailleurs Marx qui, avec Engels dans l'idéologie allemande, définissent le communisme non pas comme un futur, un projet, mais comme l'aujourd'hui du, je cite, mouvement réel de sortie de l'état des choses. Le communisme, ça s'observe. Tous les pays capitalistes sont engagés dans une démarche communiste. Pourquoi? Parce que Marx analyse le capitalisme non pas comme un système de domination. Laissons ça à Bourdieu, laissons ça à la science sociale critique. Mais comme un système contradictoire. Au cœur de l'analyse marxiste, il y a la contradiction.
Et la bourgeoisie n'a pas en face d'elle des vaincus, n'a pas en face d'elle des victimes dont nous aurions à être solidaires. La solidarité avec les victimes, c'est le début de l'absence de visée révolutionnaire. Les travailleurs organisés ont été capables déjà d'instituer des alternatives au capitalisme. Il faut mettre le mot communisme sur la fonction publique d'État. Il faut mettre le mot communisme sur le régime général de sécurité sociale, en tout cas tant qu'il est géré par les travailleurs, hein, pas depuis 67 où les patrons ont repris le pouvoir et ensuite depuis Juppé l'État, hein, avec les ARS et le résultat magnifique, hein, la bourgeoisie et l'étatise toujours, hein, c'est son obsession. Il n'y a jamais assez d'État pour la bourgeoisie, mais l'étatise et elle casse. Bon, c'est ce que nous faisons avec Macron de façon totale. Les prémices de communisme, c'est précisément ce que tu disais très justement, la possibilité de porter avec soi son salaire parce qu'on en est propriétaire, parce qu'on est propriétaire de sa qualification et qu'on n'est pas dépendant de la collectivité territoriale dans laquelle on est contractuel. Ça permet des carrières, ça permet des mobilités qui ne sont pas possibles si nous dépendons d'un poste qui est le support de nos droits. Il s'agit que nous soyons le support de nos droits. Or, cela, c'est déjà là. Quand j'ai parlé de 17 millions de personnes, c'est pas quelques chèvres sur le Larzac. Il faut que nous abandonnions notre imaginaire, d'abord la prise du pouvoir d'État et on verra après. Notre imaginaire, c'est de devenir comment nous allons prendre le pouvoir sur le travail ici et maintenant. Et cela, ça suppose de conquérir des droits. C'est pour ça que toutes nos batailles politiques doivent avoir comme objectif comment nous allons conquérir des droits sur notre travail. C'est pour ça que, par exemple, je suggérais que dans la bataille pour les retraites, on se batte pour la retraite à 50 ans, non pas le non-travail. Ce que tu as dit est très juste. Je me bats, moi, contre la situation de retraité. Vous savez, un retraité, il arrive à la retraite, d'abord il fait une fête comme un con, bon d'accord, et puis après, je l'ai fait, hein, et puis il est tout feu tout flamme, il multiplie les assos, les machins, les trucs, et puis progressivement, il se rend compte que quand le travail est aliéné, le non-travail l'est tout autant. Et que l'aide alimentaire, finalement, c'est le capital que ça sert. Que le soutien scolaire, ça accompagne la mise en échec du système éducatif par Blacker et compagnie. Que la protestation contre les violences policières, c'est le cataplasme sur la jambe de bois de métiers de sécurité qui ne sont pas correctement assumés. Progressivement, tous ces retraités feu et flamme se rendent compte qu'ils sont marginaux, bénévoles à la marge. Et ils vieillissent. Ils se replient progressivement sur leur univers privé. Alors que Arnaud ne vieillit jamais, lui. Parce qu'en permanence, il reste dans l'ordre de la valeur économique. Il n'est pas après le travail. Et d'ailleurs, nous ne supprimerons pas l'insertion, ce moment dégueulasse où, entre le baccalauréat et 35 ans à peu près, on n'est pas encore dans... On s'insère. On s'insère. On n'a pas droit au salaire, à la qualification. Non, on a droit à des mesures jeunes, on a droit à des contrats de citoyenneté. Quelle saloperie d'invoquer la citoyenneté pour ne pas payer les gens, enfin, etc. D'accord ? On est là dans des emplois aidés, on est là ou alors dans des CDD de mission. N'espérons pas supprimer l'insertion tant que nous ne supprimerons pas la retraite comme après le travail. Moi, j'entends bien être au travail jusqu'à ma mort.
j'entends bien rester en responsabilité jusqu'à ma mort. Parce que, de fait, le travail, je ne parle pas de l'activité. L'activité que nous menons, c'est tout à fait utile, mais ça ne suffit pas. Être actif sans être reconnu comme producteur, c'est une amputation. Il faut non seulement que nous soyons actifs, comme le sont chez quoi, les femmes dans la seconde journée, elles sont actives, par exemple. Hein. Pas de peau, elles ne sont pas productives. Hein. C'est ça, ce qui est dégueulasse. D'être actif, mais pas productif. Hein. Il s'agit de refuser d'être relégué dans l'activité, d'exiger d'être dans le travail. Le travail communiste, c'est-à-dire le travail dont nous avons conquis la souveraineté. Comment le faire? Encore une fois, nous allons avoir un débat bientôt. J'ai dit le débat sur les... Et Violaine a dit le débat sur les intermittents, le débat sur les contractuels des orchestres permanents. Le débat sur l'alimentation, le débat sur les retraites. Nous allons avoir le débat sur les ressources des étudiants. Hein. Alors là, d'ailleurs, je vous mets en garde. Hein. Tous les médias dominants sont lancés dans une vaste pleurnicherie sur les pauvres jeunes qui ont bien du mal. Oh, la précarité des jeunes. Alors qu'en même temps, vous pouvez être en grève pendant 6 semaines, on ne parlera jamais de vous. Hein. La précarité des jeunes. Méfiez-vous, quand les médias dominants larmoient sur une catégorie sociale, c'est qu'on va lui casser la gueule. Toujours. On commence toujours par victimiser. C'est pour ça qu'il faut refuser toute victimisation. Et lorsque je vois arriver le RSA jeune à toute vitesse, sur la base de la grande pleurnichie sur les pauvres jeunes qui ont bien du mal, je me dis, on est en train, j'ai l'âge d'avoir eu cette expérience, de nous refaire le coup de 77. En 77, quand on a inventé les mesures jeunes, ça a commencé par les missions locales. Ensuite, vous avez les TUC et les SIVP. Vous avez appuyé les contrats emploi solidarité. Après, vous avez eu les emplois jeunes. Aujourd'hui, vous avez les services civiques, etc. Cette saloperie-là, qui a interdit aux 18-35 ans le salaire à la qualification, elle a été mise en place sur une immense victimisation, en disant un jeune sur 4 est au chômage. C'était pas sur le fait ils n'ont pas de ressources, ils vont au secours populaire, etc., les pauvres gamins, etc., on va les sortir. C'était ils sont chômeurs. Ils sont chômeurs. C'était un mensonge d'État. Hein. Il n'y a jamais eu un jeune sur 4 au chômage. Le taux de chômage chez les 18-25 ans est de 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Un taux de chômage, c'est au numérateur les chômeurs, au dénominateur les actifs. Ça veut dire qu'un jeune actif sur 4 est au chômage. Mais pas un jeune sur 4. Quel est le pourcentage des actifs chez les 18-25 ans? 30%. Les 70% autres sont à l'école. Donc, sur un mensonge d'État qui confond ce qu'on appelle le taux de chômage, c'est-à-dire les chômeurs sur les actifs, et le poids du chômage, c'est-à-dire les chômeurs et la population de référence, les jeunes, et non pas les jeunes actifs. Sur ce mensonge d'État, on a fait d'immenses pleurnicheries qui ont dit, mais enfin, mais mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Et voilà comment on a supprimé l'accès au salaire, à la qualification de la convention collective pour la jeunesse. Alors qu'il existait parfaitement. Les statistiques nous montrent que de 45 à 75, avant le plan Barre, la première saloperie en direction de la jeunesse, le salaire moyen d'embauche augmente tout le temps. Au point que, dans les années 75, les enfants d'ouvriers gagnent pratiquement autant que leur père et mère. Parce que la carrière ouvrière est assez plate, et ils entrent dans la carrière au niveau pratiquement identique à celui de leur père, qui a progressé, mais qui était entré beaucoup plus bas. C'est le phénomène de la hausse des salaires d'embauche.
C'est à cette hausse des salaires d'embauche qui avait évidemment un effet de hausse de tous les salaires, qui fait qu'on parle des 30 glorieuses, enfin tout ça, tout cela, bien. À laquelle s'attaquent, en partant de la jeunesse, les mesures jeunes, en les victimisant. Et bien on est en train de faire le même coup. Pourquoi? Pour imposer le revenu de base à la place du salaire. Imaginez des jeunes qui aujourd'hui, avec le RSA, pour ceux qui l'ont, et qui sont dissidents, qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, et qui inventent en permanence sur des plateformes collaboratives des business models nouveaux. Dès qu'ils ont trouvé un business model qui marche, aussitôt vous avez un troll capitaliste qui achète, qui récupère. Ou s'ils font du logiciel libre, aussitôt le logiciel propriétaire récupère les acquis du logiciel libre. C'est-à-dire que ces jeunes font aujourd'hui gratos la recherche et développement pour les groupes capitalistes. Alors si au lieu d'avoir 450 balles conditionnées, ils ont 750 balles inconditionnelles, alors ils vont d'autant plus bosser gratos pour le capital. Ne pas comprendre que le revenu de base, c'est une arme du capital contre le salaire, contre la qualification des personnes. Parce qu'en plus, quand ils auront leurs 750 balles, et qu'ils iront sur le marché du travail parce qu'ils ne se contentent pas de 750 balles, bon, on dit, attends, tu as déjà 750 balles, on va quand même pas en plus te donner 1200 balles. On va te donner 550 balles, et puis tu auras 1300 balles, d'accord ? C'est évident. Pourquoi est-ce que le mouvement ouvrier s'est toujours battu contre la possibilité de cumuler une prestation fiscale et un salaire? Parce que c'est toujours au détriment du salaire, contrairement à ce que nous racontent les partisans du revenu de base qui disent que ça va nous permettre de négocier. Mais c'est pas vrai. Donc, je vous rends extrêmement attentif au fait que, actuellement, il faut absolument refuser la victimisation qui est en train de se faire de la jeunesse. Parce que ça va les enfoncer encore un peu plus dans le refus du salaire. On va leur filer un RSA jeune qu'on va rendre universel, c'est-à-dire pour tous les jeunes de plus de 18 ans éventuellement. Et notre désarroi idéologique est tel que je discutais récemment avec un sénateur de mon parti, je suis au Parti communiste, qui me disait, moi si le RSA jeune est universel, je vote pour. Voilà où nous en sommes dans le désarroi idéologique. Sortons de la défaite, redevenons enfin offensifs. Bravo! Mais tous ceux qui résident sur le territoire. Je suis militant, quant à moi, d'un état civil qui supprime le sexe et la nationalité. Évidemment, le genre, si vous voulez, mais il ne s'agit pas de supprimer le sexe de la personne, oui, de supprimer le genre selon laquelle on la qualifie, comme si on mettait, je sais pas quoi, telle ou telle caractéristique physique comme élément des droits, enfin de l'état civil de la personne. Donc ça doit être supprimé, bien sûr, et la nationalité aussi. Évidemment qu'il s'agit de droit du sol, de droit du territoire, en aucun cas de droit de citoyenneté. D'ailleurs, ce n'est que très récemment que nous avons des cartes d'identité. C'est après la Première Guerre mondiale seulement. Toutes ces calamités-là, devenues aujourd'hui vraiment des outils de racisme invraisemblables, des outils dont les imbéciles à la Ciotti font fond de commerce, doivent être supprimés. Sur le point de
de faire une dotation en capital des personnes plutôt qu'un salaire lié à la personne. D'une part, ça veut donc dire que c'est quand même suspendu à un âge, puisque la conversion de cette dotation en capital intervient à un certain âge. Donc ça ne change pas fondamentalement ce que je propose. Mais ça me paraît très très inférieur à ce que je propose. C'est la proposition de Piketty, c'est la proposition, une des deux propositions de Hamon. Tout cela me paraît... la proposition de Piketty me semble très dangereuse, parce qu'elle ne nous sort pas de la logique d'un avoir qui serait la condition de notre existence. Alors que le communisme, c'est une mutation anthropologique, c'est l'être qui est bougé en enrichissant nos personnes d'une qualification. On n'est plus des individus libres sur le marché, et Marx a toujours traduit libre, individu libre par individu à poil, il avait bien raison. Nous sommes habillés d'une qualification. Ce que ne fait pas du tout une dotation où on aurait 150 000 balles à 18 ans, qui évidemment vont être la proie de tous les groupes financiers que vous pouvez imaginer. Enfin, pour moi, je n'arrive même pas à comprendre qu'un homme de gauche comme Piketty puisse avoir des propositions pareilles, personnellement. Alors, sur maintenant votre remarque préalable à propos du travail. Je suis un apôtre du travail, oui. Les sociétés reposent toutes sur le fait que, à côté de nos réactions individuelles sensibles à la situation où nous sommes, qu'on va appeler activité. Je réagis à mon environnement, je cueille, je plante ou autre chose, qu'importe. Enfin, je suis dans une situation sensible, dans un ici et maintenant, en train de faire un travail concret. Les sociétés, ce n'est jamais l'addition des activités des uns et des autres. Les sociétés mobilisent une partie de nos capacités réactives et créatives de métabolisme avec la nature et une partie des éléments naturels de notre environnement pour du travail, qui n'est pas de l'activité, pour quelque chose qui est fait, prenons ce à quoi Violaine faisait allusion, avec une mobilisation, y compris extrêmement forte de la personne, avec une discipline de l'usage de son temps. Enfin, on ne devient pas violoniste sans une énorme discipline de son temps, d'accord ? Une mobilisation scientifique, une mobilisation technologique, une mobilisation organisationnelle qui fait qu'il va y avoir du travail qui excède les activités individuelles. En ce moment, par exemple, je suis en train de retaper une annexe d'une maison principale. Je le fais moi-même avec quelqu'un de ma famille. On fait ça de notre mieux, on a changé la charpente, etc., l'isolation, etc., etc. C'est pas du travail, c'est de l'activité. Et c'est absolument évident quand je compare avec l'entreprise qui est en ce moment en train, et nous ne l'avons pas fait nous-mêmes, on a fait appel à une entreprise évidemment, qui est en train de restaurer la maison. Parce qu'on aurait bricolé, même si on l'avait fait bien fait. Et cette entreprise, elle mobilise des technologies, des matériaux, une discipline de travail, des délais, des soucis de rentabilité qui font que
elle va aboutir à un résultat auquel je n'aboutirai pas moi. On a bien vu que c'est pas en additionnant la scolarisation des enfants dans la famille qu'on fait un système scolaire. Il faut bien on va pas le premier confinement a montré que si chacun a l'activité d'éduquer des enfants de manière, de former, d'instruire les enfants, ça ne va pas marcher. Il faut un dispositif spécifique qui met en œuvre des technologies spécifiques, des démarches spécifiques. C'est ça le travail. La force du capitalisme, c'est justement, c'est ça sa force, c'est que il a inventé le mot travail. Bien sûr que dans les sociétés non capitalistes, vous avez une partie de la mobilisation des personnes et de la nature qui excède les activités individuelles. Sauf que ça se fait au nom de la religion, au nom du prince, au nom du clan. Et on va avoir, je ne sais pas quoi, les pyramides, qui montrent bien qu'une société ne se fait pas par addition des activités sensibles individuelles, sinon il n'y aurait jamais eu de pyramide, hein, c'est évident. Donc, le capitalisme, il va sortir cette dimension-là, nécessaire à toute vie sociale, hein, qui excède les activités individuelles, il va le sortir de la gangue religieuse, de la gangue clanique, de la gangue de soumission au prince, pour en faire une activité spécifique, laïque. Il a laïcisé cette activité. Et du coup, il a mis le mot travail, il a mis le mot travailleur, qui sont des mots qui n'existent pas dans les sociétés non capitalistes. Alors, il l'a fait pour le pire, attention, hein, pour le pire, puisque ce travail, il a été mis en œuvre pour produire de la valeur, dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. D'où le mur technologique, anthropologique dans lequel nous sommes en train de foncer. Donc, bien sûr qu'il faut absolument sortir du capitalisme, mais pas en deçà, pas dans l'éloge du sensible ici et maintenant, qui nous fera régresser, en mettant en œuvre du travail communiste, en mettant en œuvre toute cette énergie collective qui excède les activités sensibles individuelles, qui fait qu'un pianiste, il ne se contente pas de pianoter le soir chez lui, etc. D'accord ? Il travaille. Eh bien, ce travail-là, il s'agit que nous en prenions la souveraineté pour que démocratiquement, nous décidions de ce qui est compatible avec notre vie sur la planète, que nous ne créions pas des déchets qui sont ingérables pendant 500 000 ans, etc., etc., etc. C'est ça l'enjeu. Vive le travail communiste.